Au final, 60 personnes interpellées, 39 placées en garde à vue, une centaine de supporters légèrement blessés. Et on va en parler justement avec Mathieu Vallet. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci d'être avec nous ce matin. Forcément, on se pose cette question, pourquoi il n'y a pas eu de filtrage en amont de ces supporters? On parle des supporters alors sans billets et puis il y avait aussi ceux qui avaient des faux billets. Oui, de toute façon, ça se résume tout simplement. Vos images parlent d'elles-mêmes. C'est le fiasco de l'UEFA et pas de la police. En fait, l'organisation des billets, des diffusions de billets, des inspections, des filtrages, des portes d'entrée, de la périmétrie du Stade de France, elle dépend de l'UEFA. Sans les policiers, la Ligue des Champions aurait été un naufrage. Il y a eu le retard à l'allumage du match parce que l'UEFA n'a pas su gérer le flux de visiteurs, le flux de téléspectateurs qui devaient venir. Donc on voit bien que ce sont les policiers qui ont dû encore une fois pallier l'incompétence d'une organisation européenne du 6800 football. Ça, policiers, c'est la réalité. 6800 policiers mobilisés hier. Ce n'était pas suffisant, peut-être aussi? Ah si, on était en nombre suffisant. Alors le policier que je suis, et j'étais moi-même sur le terrain hier soir, les deux fan zones, les 6000 personnes à la basilique de Saint-Denis et les 41 000 personnes à la fan zone de la cour de Vincennes, globalement se sont bien passées. On a 68 interpellations qui ont été réalisées grâce aux policiers. Et donc c'est vrai qu'on est en nombre suffisant. Par contre, l'UEFA, qui devait assumer la charge de la sécurité du filtrage des billets, n'a pas été à la hauteur. Et pardon, je le dis aussi parce qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Il y a eu des voyous étrangers, notamment des supporters anglais, entre guillemets supporters, qui avaient des faux billets ou pas de billets. Mais on a eu aussi beaucoup de voyous de cité qu'on voit sur vos images aisément, puisqu'on est en Seine-Saint-Denis. On a eu beaucoup de voyous de cité qui ont profité de l'aubaine du match pour entrer sauvagement, illégalement dans l'enceinte du Stade de France. Et dans les 68 interpellés, on en a une partie, effectivement, qui ne sont pas que des Britanniques. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas eu, selon vous, de problème de maintien de l'ordre, mais que le souci vient de l'UEFA, des problèmes, du coup, d'organisation. Donc la France n'est pas en cause. Ah, mais la France n'est pas en cause du tout. Enfin, la police et la gendarmerie avaient préparé le dispositif. Après, il y a un point qui peut être amélioré, c'est que l'UEFA et son organisation, les stadiers, les agents de sécurité privés qu'on voit sur vos images, avaient du mal à communiquer avec les forces de l'ordre, non pas parce que les policiers ne voulaient pas, mais parce qu'ils voulaient imposer, et c'est leur droit, leur manière de fonctionner. Sauf que leur manière de fonctionner dysfonctionnait, et c'est pour ça que vous avez eu des supporters avec des billets qui n'ont pas pu rentrer, des supporters avec des faux billets qui ont occasionné des embouteillages aux entrées, et puis des sauvages qui sont rentrés avec violence et avec assez de volonté dans l'enceinte du Stade de France. Donc vous voyez, l'UEFA, lorsqu'elle veut organiser mais qu'elle dysfonctionne, c'est la police encore une fois qui pense les incohérences et les incompétences des autres pour que la rencontre finalement ait pu avoir lieu avec les belles images finalement que vous avez pu montrer avant mon entretien et puis le reportage que vous avez diffusé sur les violences. Merci beaucoup Mathieu Vallet. Écoutez, le message est clair, on attend maintenant des nouvelles de l'UEFA qui aura l'occasion sans doute de s'expliquer sur ce fiasco. On passe à l'actualité en Ukraine maintenant qui a rebondi hier. Emmanuel Macron, accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz, a repris le contact avec Vladimir Poutine. 1 heure de conversation téléphonique pour tenter de renouer le dialogue. Et oui, le duo européen qui pousse pour des négociations sérieuses avec Zelensky et un cessez-le-feu rapide. On est en plus à la veille d'un Conseil européen. De son côté, Poutine cherche toujours à avancer via la question du blé. Il souffle le chaud et le froid, comme nous l'explique Louise Grange. Des céréales contre l'arrêt de livraison d'armes. C'est la proposition formulée par Vladimir Poutine à Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz. Une proposition qui sonne comme une menace. Un chantage, effectivement, un chantage à la famine, et même un chantage qui va beaucoup plus loin, parce que M. Poutine a dit que les pays amis, entre guillemets, il leur livrerait du blé. Puis ceux qui sont méchants avec lui, ils n'auront pas de blé. Donc on a là un exemple typique de l'arme alimentaire. La Russie et l'Ukraine produisent à elles deux un tiers des blés et maïs mondiaux. En choisissant vers qui exporter ses céréales, Vladimir Poutine veut se placer en maître du jeu. Moscou bloque par la mer le port d'Odessa, d'où partent les navires de livraison du blé ukrainien. Ce blocus a été au cœur des négociations entre les dirigeants, car la situation est délicate. Une levée du blocus obligerait les Ukrainiens à déminer le port pour exporter à nouveau, avec un risque, et pas des moindres, que les Russes en profitent pour lancer une offensive vers Odessa. Les négociations ne sont donc pas terminées. De sources diplomatiques, Vladimir Poutine devra s'engager sérieusement pour que Kiev envisage cette possibilité. Olivier Mazerolle, c'est un vrai dialogue qui a réussi à se rouvrir là ici, où on est dans les faux-semblants? Vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup. Il faut quand même des preuves tangibles. Si c'est un vrai dialogue, Poutine, pour le moment, ne donne aucun élément qui laisse à penser qu'il a envie de négocier rapidement.
il rejette toujours la faute sur les Ukrainiens. On ne voit pas pour l'instant quels seraient les éléments qui pourraient le conduire à vouloir négocier. Il a le sentiment d'être le maître du jeu, de décider. Par conséquent, il ne voit certainement pas son intérêt, pour le moment, à négocier. Donc pour le blé, on se dit que pour le blé. Alors pour le blé, peut-être va-t-il en effet mettre à exécution ce qu'il a dit, mais peut-on lui faire confiance ? Parce qu'une fois que les Ukrainiens vont avoir désamorcé toutes les mines qui sont sur les rivages autour d'Odessa, est-ce que Poutine vraiment ne va pas utiliser l'opportunité de lancer une offensive militaire ? Il certifie que non, mais comme il passe son temps à mentir, il est difficile de le croire sur parole. En effet, difficile de croire Vladimir Poutine sur parole. On va